Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président Nguélé a présidé aujourd'hui la 21e séance du Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Et Washington menace de taxer à 100% certains produits français. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce mardi 3 décembre la 21e séance du Conseil des ministres. En premier lieu, le Conseil a débattu des conséquences des fortes intempéries de ces dernières semaines et des actions entreprises par le gouvernement pour aider et porter assistance aux populations sinistrées. Le Conseil est également revenu sur les mesures préventives pour faire face à ce genre de calamité. Je vous propose de suivre pour plus de précision le compte rendu du porte-parole du gouvernement par intérim, M. Ali Hassan Bahdoun. Sous la présidence du président de la République, chef de gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 21e séance du Conseil des ministres ce mardi 3 décembre 2019 au Palais présidentiel. En début de séance, le Conseil des ministres a largement examiné et discuté de l'ensemble des opérations liées à la gestion des conséquences des intempéries que notre pays a connues la semaine dernière. Les questions qui ont été abordées concernent d'abord les actions menées pendant les intempéries, la suite des opérations, notamment le nettoyage des voies d'évacuation des eaux pluviales, le plan de drainage, ensuite le nettoyage des voies publiques de circulation, et enfin le nettoyage des zones résidentielles. En plus, la question de l'assistance fournie aux populations touchées a été également examinée par le gouvernement, ainsi que la mobilisation des moyens adéquats pour répondre aux besoins de la population, au fonctionnement normal des institutions, tant privées que publiques. Il est à rappeler que les constructions d'un barrage à Ouéa, de la digue d'Ambouli et celle de Tadjoura ont contribué très largement et de manière décisive à réduire l'impact négatif qu'auraient eu ces intempéries et de manière dramatique les influences négatives qu'auraient dû avoir ces pluies diluviennes sur l'ensemble du pays. Toutefois, étant donné les phénomènes constatés ces derniers temps à travers le monde, il n'est pas exclu que ce genre de pluie ait lieu dans le temps à venir, proche ou lointain. Il est donc important que chacun agisse pour que nous réduisions ensemble les conséquences de ces genres de phénomènes répétitifs. Poursuivant l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a examiné 2 projets de décret et un projet d'arrêté présentés par le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, un projet d'arrêté présenté par le ministre du Logement et 2 projets d'arrêté présentés par le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications. Le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles a présenté un projet de décret portant modification du décret de 2009, numéro 218, PR, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, portant création de la Commission nationale de l'énergie. Cette commission a pour principale mission la coordination des projets d'énergie et plus généralement de contribuer à favoriser toute mesure concourant à mieux coordonner le développement énergétique du pays. Ainsi, suite à la mise en place des nouvelles institutions dans le secteur de l'énergie et autres secteurs en lien avec ces derniers, ce projet de décret prévoit l'élargissement des membres de la Commission nationale d'énergie à des représentants, notamment du ministère chargé des investissements, de l'Agence djiboutienne d'énergie, de l'ODEG et de l'UNFD. Deuxième question inscrite à l'ordre du jour est présentée par le ministère de l'Énergie. Il s'agit du projet de décret qui vient en application de l'article 68 de la loi portant code minier, qui a pour objet de fixer les modalités de recouvrement des droits d'établissement d'actes et de redevances superficiaires et minières, ainsi que les formulaires de déclaration trimestrielle. De par ces textes et la délivrance des ordres de perception du droit d'établissement d'actes et de redevances superficiaires et minières étant du ressort de la direction des ressources naturelles, ce projet de décret a pour objet de réglementer le recouvrement et les modalités de paiement de ces frais auprès du Trésor public et d'inscription à la loi des finances de l'année suivante. Troisièmement, le projet d'arrêté portant approbation du budget de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2020. Pour l'exercice 2020, l'électricité de Djibouti reste sur la même tendance des chiffres clés en comparaison de l'année 2019. L'établissement qui avait enregistré une hausse de 7,8%
de la quantité d'énergie produite entre 2018 et 2019 connaîtra une évolution positive également cette année de l'ordre de 10%. Ceci pour tenir compte des branchements nombreux qui sont prévus pour l'année 2020. Il est peut-être important de signaler que la production totale prévue pour l'année 2020 sera de l'ordre de 670 000 MW et la part d'énergie importée étant estimée à 570 000, soit une production de 100 000 MW qui sera fournie par notre centrale thermique. Sur le plan des investissements, l'électricité de Djibouti prévoit la construction d'une centrale éolienne de 60 MW pour l'année 2020, la réalisation de la phase de prospection du projet géothermie Fiale, l'étude d'un projet de centrale solaire et une seconde ligne d'interconnexion complémentaire entre Djibouti et l'Éthiopie afin de sécuriser celle qui existe, l'alimentation des logements sociaux Nassib et ceux de la fondation IOG, ainsi que l'électrification durable des financements sur le financement Banque mondiale également. Ensuite, le ministère chargé du logement a présenté le budget de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social pour l'exercice 2020. L'année 2019 a été pour l'agence une année de consolidation des projets de mise en œuvre en matière d'efforts de logements sociaux, des parcelles équipées pour répondre à un besoin de plus en plus pressant. L'agence compte poursuivre en 2020 ses efforts en matière de production de logements sociaux avec l'exécution de près de 2500 logements. Enfin, dans le cadre du programme Zéro Bidonville, l'agence de réhabilitation urbaine et de logement social poursuit l'exécution du projet de résorption des bidonvilles qui prévoit 110 hectares d'aménagement et de viabilisation à Djibouti-Ville. Le ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécoms. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécoms a présenté le projet de budget prévisionnel de la RTD pour l'exercice 2020 qui se présente en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à hauteur d'1 810 180 818 francs Djibouti. L'élaboration de ce projet de budget pour 2020 s'inscrit dans un contexte économique favorable avec une légère hausse de 3,15% induite par le dynamisme des opérations courantes. Le projet de texte prévoit une augmentation des produits, notamment des recettes liées aux redevances de diverses fréquences, alors que les recettes commerciales restent stables, tout en espérant une hausse significative des recettes publicitaires. Les priorités pour l'année 2020 pour la RTD consistent à mettre en place un nouvel organigramme, à réhabiliter le centre de station radio AM à Doralé, de renforcer les équipements du centre d'Arta, de renforcer la station principale de Djibouti-Ville par l'acquisition de nouveaux équipements et supports audiovisuels propres à la RTD, afin de réhabiliter tous les centres régionaux pour une meilleure couverture nationale. Le ministre de la Communication chargé de Postes et Télécom a également présenté le budget de l'imprimerie nationale. Le projet de budget de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2020 s'élève en recettes à 364 816 000 et en dépenses à 359 6 264 francs, soit un résultat de 5 809 736 francs Djibouti. Et durant cette séance, le Conseil s'est également penché pour plusieurs projets de décrets et d'arrêtés. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. Séance, les ministres ont rendu compte au Conseil des ministres des missions qu'ils ont effectuées. Le ministre des Transports et de l'Équipement a rendu compte de sa mission qu'il a effectuée à Addis Abeba du 20 au 21 novembre, où il a rencontré son homologue de l'équipement et de transport éthiopien, avec qui il co-présidait la réunion bilatérale sur la question du chemin de fer. Cette réunion conjointe portait sur le renforcement des performances de cette nouvelle ligne de chemin de fer djibouto-éthiopienne, ainsi que des réalisations et des perspectives de cette ligne en matière de services de passagers et de fret. Les deux ministres ont signé d'un commun accord l'initiative de tenir cette importante réunion sur le chemin de fer en vue de redynamiser et de rehausser ses performances. Les discussions ont porté sur les perspectives et les réalisations de la société de lignes de chemin de fer djibouto-éthiopienne en matière de services et de fret pour les 2 années qui viennent de s'écouler. D'autre part, le ministre de l'Équipement et des Transports a également rendu compte de sa participation à la 37e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale qui s'est tenue à Londres
du 25 au 29 novembre 2019. Il faut savoir que l'OMI se réunit une fois tous les 2 ans en session ordinaire et cette institution reste l'institution spécialisée des Nations Unies chargée d'assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes et de prévenir la pollution des mers par les navires. Elle est également chargée d'approuver le programme de travail des organes subsidiaires, de voter le budget et de déterminer le fonctionnement financier de l'organisation. Elle comprend 40 membres dans son conseil d'administration. Lors de son intervention, le ministre n'a pas manqué de rappeler les efforts que Djibouti mène dans la lutte contre la piraterie maritime grâce au cadre du Code de conduite de Djibouti adopté à Djibouti. Le ministre des Affaires sociales et de Solidarité a fait un compte-rendu de sa participation à la 2e session du conseil d'administration du programme alimentaire mondial qui s'est tenue à Rome, en Italie, du 19 au 21 novembre. Dans son allocution prononcée, la ministre a mis en relief les avancées réalisées par Djibouti en matière de protection sociale, notamment à travers l'adoption par voie législative d'une stratégie nationale de protection sociale 2018-2022, fondée sur les droits humains, l'adoption d'une loi institutionnalisant l'économie sociale et solidaire et l'extension du programme national de solidarité famille PNSF. Il est à relever également que le programme mondial a adopté la nouvelle stratégie nationale de la République de Djibouti pour la période 2020-2024, axée sur la lutte durable contre l'insécurité alimentaire au lieu en place de l'assistance alimentaire ponctuelle. D'autre part, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité a également rendu compte de sa participation à la Semaine mondiale sur la protection sociale qui s'est tenue à Genève du 25 au 28 novembre 2019. Cette conférence a été organisée par l'Organisation internationale du travail et portait sur des thématiques liées à la réduction de la pauvreté. Donc cette conférence portait sur des thématiques liées à la réduction de la pauvreté et à la gestion des catastrophes dans le cadre des changements climatiques qui sont devenus récurrentes dans le monde. Djibouti a fermement montré sa volonté politique de faire face à ces phénomènes naturels violents, dont les dernières inondations qui en illustrent les conséquences dévastatrices. Je tiens à signaler également que Djibouti a été considéré comme un pays qui dispose d'un programme inclusif spécifique, dont notamment l'assistance sanitaire gratuite et le plan national Solidarité Famille, PNSF. Le ministre du Budget a rendu compte au Conseil des ministres de sa participation à la 40e réunion du Conseil des ministres de COMESA qui s'est tenue le 29 novembre à Lusaka, sur le thème « Croissance à l'unisson, prospérité partagée ». Ont participé avec les ministres et les représentants des États membres, des représentants du haut responsable du secrétariat de COMESA et des institutions du COMESA, à savoir l'Alliance pour le commerce des produits de base en Afrique orientale et australe, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, le Conseil des opérateurs économiques du COMESA, la Chambre de compensation du COMESA, la Cour de justice du COMESA, la Fédération des associations des femmes entrepreneurs du COMESA, l'Institut africain du cuir, la Compagnie de réassurance de la ZEP, l'Agence d'investissement régional du COMESA et la Banque de commerce et développement de COMESA. La réunion avait pour objet l'adoption des activités 2018-2019 de ces institutions, ainsi que différents points inscrits à l'ordre du jour lors de ces réunions qui étaient d'importance capitale. Le ministre du Commerce a rendu compte au Conseil des ministres de sa participation à la 35e session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique qui a eu lieu du 27 au 28 novembre à Istanbul, en Turquie. Le thème retenu pour cette année, c'était la promotion du système alimentaire durable dans les États membres de l'OCI. La session ministérielle a adopté l'ordre du jour de la 35e session du COMEC, ainsi que les résultats et recommandations proposées par la réunion du groupe de travail des hauts fonctionnaires sur la politique de promotion du système alimentaire durable dans les pays islamiques. De manière générale, tous les ministres qui ont participé à des missions à l'extérieur, ou qui ont conduit des missions à l'extérieur, n'ont pas oublié de plaider le cas de Djibouti pour le Conseil de sécurité et ont reçu un accueil très favorable de leurs homologues et beaucoup d'engagement des pays amis. Merci.
Et comme vous avez pu le suivre, le Conseil des ministres a décidé de mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour faire face aux intempéries et pluies diluviennes des dernières semaines et celles à venir. En effet, selon l'Agence nationale de météorologie qui surveille de près cette situation malheureusement indépendante de notre volonté, il semblerait qu'une tempête tropicale se développe actuellement dans la partie ouest de l'océan Indien. Elle se dirigerait vers l'ouest des côtes somaliennes, notamment vers la région du Puntland, et les touchera dans la matinée du vendredi 6 décembre prochain. Il est fort probable également que cette tempête donnera des fortes précipitations accompagnées de vents forts sur le nord de la Somalie, précisément le Somaliland. Les résidus des amas nuageux peuvent donc nous apporter des pluies intermittentes sur l'ensemble du pays. Toutefois, l'Agence nationale de météorologie assure que la tempête tropicale ne va pas atteindre nos côtes maritimes. Des informations plus détaillées vous seront fournies sur la tempête tropicale par l'Agence nationale météorologique dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a reçu l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry Edward André, pour une visite de courtoisie. L'ambassadeur américain a évoqué dans ses propos les deux sujets sur lesquels le département d'État et le ministère de la Justice travaillent, à savoir la lutte contre la traite des êtres humains et les droits de l'homme. De son côté, le ministre a indiqué qu'il souhaitait réorganiser le département de la Justice en créant une école de formation pour les magistrats et les auxiliaires de justice et un tribunal de commerce et en renforçant le tribunal administratif. Par la suite, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, accompagné du colonel Frédéric Dantin, attaché de sécurité intérieure. Le ministre et le diplomate français ont ensuite évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, ainsi que les priorités du ministère, et entre autres la formation des magistrats. L'ambassadeur a mentionné l'excellence des relations entre la République de Djibouti et la République française en matière d'échange de bonnes pratiques et de bonnes expériences. Donc, les deux hommes ont également évoqué la lutte contre le terrorisme, et le ministre a souligné que la lutte contre le terrorisme passait par la lutte contre la pauvreté pour pouvoir instaurer une paix sociale et venir à bout de ce fléau. Le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui l'une des conférences les plus importantes de cette année, une conférence intitulée « Une prospérité pour l'Afrique », la première du genre organisée sur le sol djiboutien. Cet événement de 3 jours initié par la Chambre de commerce de Djibouti en partenariat avec la Chambre de commerce de l'industrie panafricain va porter sur les jalons et ouvrir les discussions sur des défis et des opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine pour le secteur privé du continent ainsi que les mesures de facilitation du commerce dans cette partie du globe. Objectif, impliquer davantage le secteur privé dans le cadre des échanges du marché africain, au terme donc promouvoir l'intégration économique africaine au niveau régional et continental par une meilleure implication du secteur privé et encourager les économies à renforcer leur positionnement dans un processus de construction du marché unique africain. Ce forum sur la libre-échange continentale africaine de 3 jours va servir de plateforme de débat et de réflexion sur le processus de développement de la ZLECA. La coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, a dans son allocution rappelé que pour que le marché commun soit une réalité, il faut que le secteur privé puisse jouer son rôle donc important pour la réalisation des objectifs de l'agenda des Nations Unies 2030 et de l'Union africaine 2063. Et de son côté, le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sidbari, a mis en exergue que la ZLECA est l'outil par excellence qui va contribuer à bâtir l'Afrique commerciale de demain. Nous les écoutons. La ZLECA pourra devenir une réalité seulement si on est tous ensemble. Et la ZLECA a besoin de nous tous et toutes pour contribuer, pas seulement du point de vue de corporate social responsibility, mais vraiment avec un engagement pour que le rêve de l'agenda 2030 et l'agenda africain 2063 deviennent une réalité pour un monde plus juste et pour un monde qui peut vraiment aller au-delà de ce qu'on a à présent. On a parlé de chaîne de valeur, on a parlé de fragmentation, on a parlé d'obstacles, on a parlé d'opportunités. Tous ces obstacles, toutes ces opportunités doivent faire partie d'une discussion qui est continuelle, qui n'est pas fragmentée, d'une plateforme, qu'il puisse y avoir une plateforme
de partenariat public-privé qui permettra aux États de dialoguer d'une forme constructive et constante avec ceux qui font le business. Parce que finalement, c'est les billions of trillions dont on parle pour le développement du monde qui sont en jeu. Et pour les continents africains, avec un marché tel, si ça s'unifie, pourra vraiment signifier un changement pour les populations des différents pays. Pour réussir la zone de libre-échange, cela nécessiterait un secteur privé ambitieux qui prendra plus de risques et qui s'alignera au niveau continental pour fournir une substitution aux importations des produits finis. Sans le développement de l'industrie, mais également d'un tissu de petites et moyennes entreprises capables de lier les pays, fournir un service d'emballage ou de transport, pour ne citer que cela, il serait difficile de mettre en œuvre des accords entre les pays. Même avec toutes les facilités offertes, les politiques seront difficilement applicables sans le concours du secteur privé. Il est donc important qu'en plus des accords continentaux, les entreprises du continent puissent s'investir davantage pour combler les besoins du continent et se diversifier dans l'industrie de la transformation. Et de son côté, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa, a donc rappelé que la ZLECA n'est pas qu'un outil politique fort, mais aussi un outil donc de création de valeur économique très fort. On l'écoute. Cette rencontre est de permettre aux membres du secteur privé du continent de s'imprégner les tenants et aboutissants de cette nouvelle zone économique et d'identifier ensemble les opportunités et les défis qu'elle représente pour nos entreprises en termes de commerce et d'investissement. Mesdames et messieurs, la zone de libre-échange continentale africaine est formellement rentrée en vigueur le 30 mai 2019, après les dépôts de 22 ratifications auprès de la Commission de l'Union africaine. Cette ratification a permis d'atteindre le seuil minimal requis de l'accord pour déclencher la zone de libre-échange continentale africaine. Quelques semaines plus tard, la phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale a été lancée en juillet 2019 à Niamey, au sommet extraordinaire de l'Union africaine, à travers la présentation des instruments opérationnels. Il s'agit notamment des règles d'origine, des listes de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires continentales, de la plateforme panafricaine et des règlements numériques de l'Observatoire africain du commerce. Ce projet de l'Union africaine devrait permettre à notre continent d'augmenter le commerce entre nos pays de plus de 55% et d'impacter donc favorablement le PIB de nos États respectifs. Et pour sa part, le ministre du Commerce a mis donc en exergue que la République de Djibouti disposait de réels avantages comparatifs en matière logistique, avec notamment des infrastructures portuaires de pointe qui permettront au pays d'exploiter davantage le marché de la Corne de l'Afrique et au-delà. Nous l'écoutons. Les mesures prises par le gouvernement et qui en phase à la mise à l'œuvre de la ZLECA, on peut citer sans être exhaustif pour la promotion du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires à travers notamment la refonte du Code du commerce, les mesures de guichet, ayant permis à Djibouti d'être parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde dans le classement mondial du rapport de Doing Business. Mesdames et messieurs, l'objectif d'unifier l'Afrique sur le plan économique date du traité d'Abidjan, entré en vigueur en 1994, dont les piliers sont les communautés économiques régionales. Cette ambition a certes rencontré des défis comme la faible libéralisation du commerce régional, des coûts commerciaux élevés, des difficultés de mise en place des entités supranationales fonctionnelles, les adhésions multiples qui seraient surmontées
à travers la mise en œuvre de la ZLECAf. Ceci avait entravé le rôle des communautés économiques régionales et affecté les agendas ambitieux en matière d'intégration régionale. À titre d'illustration, je citerai sans pour autant faire un jugement le cas de la Côte d'Ivoire qui a importé ses oignons des Pays-Bas parce que tout simplement le Niger, important un producteur d'oignons, lui vendait au prix double à cause des barrières tarifaires et non tarifaires. Un autre obstacle provient de règles d'origine hétérogènes et difficiles à respecter pour le PIB africain, ce qui est néfaste à la transformation de nos économies. Et après les discussions officielles, place aux discussions des panélistes qui ont porté sur les défis et opportunités du secteur privé dans la ZLECA. Il a été question du marché unique qui est un instrument d'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Les intervenants se sont tous orientés dans leur dire que la ZLECA ouvrait donc la voie à un marché d'1,2 milliard de personnes à terme et va impulser d'excellentes opportunités commerciales et favoriser l'accès à de nouveaux produits et services. La ZLECA aidera également à promouvoir le type de commerce qui produira une croissance durable, à encourager la jeunesse à prendre des initiatives par le biais de l'entrepreneuriat et par-dessus tout accroître le bien-être des consommateurs avec l'abondance des prêts de la consommation et des biens et services consommables. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a participé à la 20e conférence internationale portant sur le VIH-Sida et les IST qui s'est déroulée donc à Kigali, au Rwanda. En effet, le ministre de la Santé et sa délégation ont pris part aux travaux de ce rendez-vous international des décideurs mondiaux qui annuellement leur donne l'occasion d'unir leurs efforts pour faire de l'Afrique une Afrique sans sida. Placée sous le leadership du président rwandais Paul Kagame, la 20e conférence ICASA 2019 sur le sida a réuni l'ensemble des leaders des pays africains avec la participation, entre autres, du directeur général de l'OMS. Et en prenant la parole, le ministre de la Santé a indiqué le privilège de représenter le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en réaffirmant l'engagement de Djibouti à poursuivre les efforts contre le VIH-Sida et à renforcer la capacité du pays à mettre fin à cette épidémie tous ensemble. Par ailleurs, le ministre de la Santé a précisé que les résultats probants des dernières années suscitent un encouragement pour persévérer davantage dans ce combat qui est mené contre la pandémie du sida en Afrique. Également dans l'actualité, l'escadron de reconnaissance d'investigation du camp Waïs Adjab de Ouéa dans la région d'Arta a accueilli aujourd'hui une cérémonie de fin de formation au profit de 30 stagiaires ayant suivi une formation spécifique blindée. Notons que ces stagiaires sont revenus récemment de leur déploiement en Somalie. Cette cérémonie a été présidée par le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. À son arrivée, le chef d'état-major, accompagné du colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé, a été accueilli par le capitaine Ahmed Reissé Daher Mohamed, commandant l'escadron de reconnaissance et d'investigation du camp Waïs Adjab de Ouéa. Ensuite, ensemble, le chef d'état-major général des armées a procédé à la revue des troupes dressées pour rendre les honneurs composés du picot d'honneur et des stagiaires. Le général Zakaria a par la suite salué la délégation constituée de hauts responsables avant de prendre place dans la tribune officielle aux côtés du préfet et du président du conseil régional d'Arta. En effet, cette formation spécifique de niveau sous-officier d'une durée de 4 mois est récompensée par un diplôme technique de premier niveau pour objectif donc de garantir à l'ensemble des stagiaires, d'assurer à l'ensemble des stagiaires l'acquisition des savoir-faire techniques et tactiques indispensables à l'exercice de leurs futures responsabilités en tant que chef d'un équipage blindé. Une fois installé le chef d'état-major, les invités d'honneur et la délégation militaire dans la tribune officielle, la cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran, puis le colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé, a pris la parole pour présenter à l'audience un bref aperçu de la formation dispensée et des objectifs atteints. Nous l'écoutons.
présentement au camp Ouaïs Ajab Aden de l'escadron de reconnaissance du régiment blindé et relative à la clôture d'une formation des spécialités techniques de premier degré et qui a duré une période approximative de 4 mois. Elle était particulièrement dédiée à 30 stagiaires spécialistes de l'arme blindée qui sont récemment revenus de leur déploiement en Somalie dans le cadre de l'AMISOM. Ces stages de niveau sous-officier avaient pour objectif de garantir à l'ensemble des stagiaires l'acquisition de savoir-faire techniques et tactiques indispensables à l'exercice de leur future responsabilité en tant que chef d'un équipage blindé. Il était composé de 3 grands volets qui sont la formation générale militaire comprenant l'instruction civique et morale, le règlement, le droit des conflits armés, la pédagogie, le renseignement, la sécurité militaire, la topographie, les transmissions et la correspondance militaire. En deuxième volet, les stagiaires avaient bénéficié d'une formation spécifique purement blindée, contenant des matières telles que les techniques d'entretien tourelle et châssis des engins blindés, l'instruction pour le tir à bord des engins blindés, l'armement sous tourelle et le combat blindé de niveau équipage. En troisième volet, les stagiaires ont enduré une éducation physique et militaire, composée de séances de sport diversifiées, de la marche commando, de la marche de nuit et du parcours des obstacles. L'ensemble de ces formations permettront aux stagiaires d'assumer efficacement leur poste de responsabilité dans un environnement opérationnel. Nous sommes réunis pour cette cérémonie solennelle marquant la proclamation du résultat suite au examen de la vente des stages visant à l'optation au certificat technique du premier degré option armes blindées cavalerie. Ces épreuves ont eu lieu au sein d'escadrons de reconnaissance et intervention de Ouéa et de Combelex de Mariam du 5 au 7 novembre 2019. Hassan Qayad Awale, moyen 16,60. Deuxième, Suleiman Guessale Dirane. Troisième, Mohamed Saïd Mohamed. Quatrième, Abdurrahman Mohamed Ismail. Donc, des performances démontrées, le chef d'état-major général des armées a tenu à féliciter les athlètes des FAD pour l'excellent résultat obtenu et le travail assidu. Le SEMGA a exhorté les stagiaires à persévérer davantage et pour témoigner de sa satisfaction, le général a promu au grade supérieur les 4 premiers lauréats. La cérémonie s'est clôturée par la photo de famille. Et par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à une visite guidée sur la réhabilitation des infrastructures à l'intérieur du camp, dont les explications ont été fournies par le capitaine Ahmed Reis Daher Mohamed, commandant l'escadron de reconnaissance et d'investigation. En effet, le camp Ouaïs Ajab s'est doté d'une nouvelle salle aménagée pour l'ordinaire utilisée comme point de cuisson pour les repas des locataires. Cette salle est équipée des équipements adéquats pour cuisiner. On y trouve des gazinières accordées à un réseau de gaz de cuisson, des fours, des chambres de stockage pour emmagasiner les produits non périssables et également l'acquisition de congélateurs et de réfrigérateurs de grande capacité pour stocker les produits périssables. Et comme à l'accoutumée, le groupe Harmi a mis l'ambiance à l'issue de cette cérémonie. Aux Nouvelles Nationales, toujours dans le cadre du projet de logements sociaux pour les ménages à faible revenu initié par le président de la République, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'inspection inopinée pour s'acquérir de l'avancée des travaux. Ce projet de construction est supervisé par la société Al-Hamdani d'une superficie de 89,5 hectares. Ce projet va abriter plus de 2700 logements. Dans ce cadre, la première phase qui comprend 1000 lotissements sera disponible dans une année à raison de 500 lotissements
lotissements par semestre. Les travaux de construction vont bon train. À cet effet, un important dispositif logistique comprenant donc des engins lourds de construction ont été engagés et le général s'est entretenu longuement avec les techniciens et maîtres d'ouvrage de la société en charge de la construction de la cité militaire. Le général Zakaria a revu en détail le plan de masse de la future cité militaire indiquant l'aménagement et l'architecture de logements. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamahrama, a été reçu hier par son Altesse Royale, le prince Abdallah bin Bandar bin Abdelaziz, ministre de la Garde nationale au Royaume d'Arabie Saoudite. Les discussions ont porté sur plusieurs questions concernant le domaine de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Le consulat général des Émirats arabes unis à Djibouti a organisé une réception officielle hier soir à l'hôtel Kempinski pour célébrer le 48e anniversaire de sa fête nationale. Le ministre de l'équipement et des transports, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères ont participé à cet événement. Également plusieurs membres des corps diplomatiques accrédités à Djibouti, des représentants d'organisations et d'organisations non gouvernementales également, ainsi qu'un groupe d'hommes d'affaires et de personnalités civils et militaires ont assisté à la cérémonie organisée donc chaque année par le consulat général des Émirats arabes unis à Djibouti. Les invités ont été accueillis par le chargé d'affaires du consulat, rappelant que les Émirats arabes unis, qui ont réalisé des progrès significatifs dans plusieurs domaines, poursuivent leur extraordinaire processus de développement dans le futur avec des réalisations sans précédent. Et à l'occasion de cette célébration, le chargé d'affaires du consulat général des Émirats arabes unis à Djibouti a prononcé un discours dans lequel il a affirmé l'importance de cette journée pour les Émirats arabes unis ainsi que les réalisations majeures menées par son pays dans divers domaines. Il a également rappelé que les relations entre les Émirats arabes unis et la République de Djibouti ont connu donc une croissance soutenue dans les domaines économiques et commerciaux, en soulignant à cet égard la contribution d'Abu Dhabi au projet de développement à Djibouti, en particulier dans le secteur de la construction ainsi que dans le secteur pétrolier. Le chargé d'affaires du consulat général des Émirats arabes unis à Djibouti a salué la coopération fructueuse entre les Émirats arabes unis et la République de Djibouti. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, a organisé hier au CDC de Quartier 3 une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant et la lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce que de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou encore le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore la lutte contre la drogue ainsi que la violence basée sur le genre, tous ces mots qui peuvent avoir des conséquences graves et durables sur la santé et le bien-être de l'enfant. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Nous vous le disions au début de cette édition. Washington menace de taxer à 100% certains produits français. Voilà qui augure d'une ambiance tendue entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, à Londres, au sommet de l'OTAN, le président américain a affirmé cette nuit qu'il était prêt, en réponse à la taxe française sur les GAFA, à imposer des droits de douane additionnels pouvant aller jusqu'à 100% sur des produits français emblématiques comme le champagne, le roquefort, certains cosmétiques ou des sacs à main. Jusqu'à 2,4 milliards d'euros de produits français pourraient être concernés. Et le projet de sanctions américain est tout simplement inacceptable. La taxation française sur les géants du numérique vise à rétablir de la justice fiscale. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.